Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir. Après cette soirée consacrée à la politique, c'est vous maintenant qui allez pouvoir prendre la parole sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte comme d'habitude au 39 21. Paul et Sonia vont vous y accueillir avec la complicité de Philippe Chartier. Et on est heureux ce soir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre le soir dans cette émission. Alors bienvenue aux petites nouvelles, aux petits nouveaux et merci à tous ceux d'entre vous qui nous sont fidèles depuis de nombreuses années. Je compte bien sûr sur vos commentaires, sur vos réflexions qui me parviennent par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 et également sur la page Facebook de l'émission. Europe 1. Caroline Dublanche. Et c'est Aurélie qui est avec nous maintenant. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Tout d'abord, bonne année à vous. Ah, merci, c'est gentil. On a jusqu'à la fin du mois. Oui, jusqu'au 31, oui. Voilà. Donc, très belle année à vous aussi, Aurélie. À tous les auditeurs également, que cette année soit pleine de joie et de bonheur. Voilà. Merci pour vos vœux. Alors, donc mon problème est un petit peu délicat et plutôt intime. Mais l'heure est assez tardive, donc oui. Ça devrait aller. Ne vous inquiétez pas, les enfants sont couchés. Oui. Donc en fait, je suis avec mon compagnon depuis maintenant plusieurs années. Oui. Et depuis quelques mois, nous n'avons plus du tout de relation intime. Donc voilà, je me pose énormément de questions. Je ne sais plus comment effectivement faire face à ce problème. Nous ne savons plus comment faire face à ce problème puisque nous en avons parlé ensemble. Nous avons bien conscience qu'effectivement c'est un problème que nous devons gérer et traiter ensemble. Mais c'est vrai que on n'arrive pas ensemble à se sortir de cette situation, à reprendre, à avoir ce nouveau jeu de séduction, de désir, d'envie. Ça veut dire que vous en parlez ensemble, puisque vous parlez, vous dites nous, hein, donc oui, tout à fait. Vous avez pu échanger à ce sujet, vous posez des questions, vous en parlez. Oui, tout à fait. Alors, on en a peu parlé au début parce que je crois que comme peut-être beaucoup de couples au début, c'est vrai que, au début, je dirais d'une crise intime, oui. Probablement que voilà, les choses s'espacent, la relation s'espace, la relation intime s'espace. C'est dans la logique effectivement peut-être d'une vie de couple normale. Hein. C'est moins la passion qu'au début oui. Effectivement d'un couple. Ça, c'est tout à fait normal et voilà, je pense que c'est assez classique dans une vie de couple. Cependant, voilà, c'est vrai que je crois qu'il y a eu une vraie cassure par rapport à ces relations intimes. Et aujourd'hui, il ne s'est rien passé entre nous depuis plusieurs mois. D'accord. Vous parlez de cassure, de crise, donc c'est quand même des mots forts. À quoi imputez-vous ça, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ? Elle a eu lieu selon vous, à quel moment, cette cassure ou cette crise ? Alors, je crois que ça s'est fait au fur et à mesure. Il n'y a pas eu forcément d'événements particuliers. Par exemple, c'est vrai que moi j'entendais parler beaucoup des amis d'une grossesse, d'une naissance qui pouvait créer après des difficultés. Là, ce n'est pas du tout le cas, puisque nous n'avons pas d'enfants ensemble. Il n'y a pas forcément eu une cassure franche liée à un événement en particulier. D'accord. Je crois que quelque chose s'est installé sur le temps finalement. Des sollicitations de ma part qui n'avaient pas de réponse et qui effectivement se voyaient un petit peu, je dirais, déroutés par cette situation et par les sollicitations qui n'avaient pas de réponse. Et donc effectivement, moi-même j'ai pris la décision de ne plus solliciter finalement. Mais oui, forcément. Et voilà, et on est. Et malheureusement, ça s'installe comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui désire, qui le manifeste, voilà. Et puis au bout de
de plusieurs refus peut se lasser, c'est difficile, donc ne demande plus, et c'est là où... Donc en fait, vous continuez à avoir du désir pour votre compagnon, mais c'est lui qui le manifestait moins. Voilà, et comment parce que on n'est pas toujours, j'allais dire, comment il justifie. On n'est pas toujours, heureusement d'ailleurs, obligé de justifier son absence de désir. On peut être fatigué, en ce moment il fait très froid, c'est pas très bon pour la libido. Bon, il y a plein de choses comme ça, un peu de stress, de fatigue. Mais au fil du temps, c'est-à-dire puisque vous me dites que vous en parlez ensemble, qu'est-ce qu'il en dit? Lui. Alors, je crois qu'au début, c'était plutôt effectivement de la fatigue, du stress, lié au travail. Et puis, je crois qu'effectivement, peut-être que pour me faire plaisir, peut-être qu'il s'est un petit peu forcé à certains moments, et ce qui a dû créer une cassure, en fait, comme une obligation peut-être, dans laquelle il n'était pas forcément très à l'aise. Et c'est vrai que, mécaniquement, ça n'était pas à la hauteur des espérances de l'un et de l'autre. Et c'est vrai que ça a créé, je crois, beaucoup de frustration de ne pas réussir finalement à faire plaisir à l'autre, à être complètement dans l'acte ensemble. Quand vous dites mécaniquement, pour parler clair, c'est-à-dire que lui avait plus de mal à avoir une érection Oui, tout à fait. Et puis voilà, c'était probable. Enfin, ça ressemblait. Ça a pu le décourager. Voilà, tout à fait. Et moi, j'avais plus le sentiment que c'était quelque chose d'obligatoire et pas du tout de désir, ça va pas. quoi. Oui. Mais non, voilà, donc effectivement, l'idée, c'est quand même, et ça a toujours été quelque chose de très important qui a très bien fonctionné. C'est ce que j'allais dire. Entre vous, ça se passait bien, auparavant. Ça se passait très bien, tout à fait. C'est plutôt rassurant, ça. Oui, mais à la limite, je préférerais qu'il y ait un moment que je puisse identifier où il s'est passé quelque chose. Mais c'est rarement comme ça. Enfin, ça peut arriver. Il peut y avoir, effectivement, vous parliez d'une grossesse, ou d'un événement comme ça de vie qu'on peut clairement identifier, mais après ça peut s'installer aussi un peu à un moment de la fatigue, des choses comme ça, et puis vous le décrivez très bien, l'un est demandeur, l'autre moins, et à force d'essuyer des refus, on ne demande plus, et puis finalement on est bien ensemble, on s'aime, il y a toujours de la tendresse parfois, mais bon, ça s'estompe un peu. Alors je me demandais justement comment pouvoir recréer la flamme. Oui, en tout cas au moins alors moi j'ai toujours autant de désir, mais je le refoule évidemment puisque je sais qu'il ne pourra être satisfait. Je ne veux pas créer d'inquiétude ou de stress à solliciter, donc je garde mon désir pour moi. Il est hors de question. Vous lui en parlez ? Est-ce que, parce que vous le gardez pour vous, est-ce que vous lui en parlez du désir que vous éprouvez pour lui ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous lui exprimez, mais oui, physiquement et dans mes paroles. Maintenant, j'essaie de ne pas être trop insistante non plus. Mais c'est important parce que dans le désir, il y a quelque chose d'un peu contagieux, et dans l'expression du désir. Et le fait de se sentir désiré par l'autre, même si on est un peu fatigué, ça peut... enfin, il y a quelque chose de très érotique. Ça a un pouvoir érogène vraiment très important. Donc c'est pour ça que je vous demandais si vous lui exprimez sans... Il ne s'agit pas d'être insistante, mais de lui dire à quel point il vous plaît, ou de lui laisser un petit mot, ou lui envoyer un petit texto. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que j'ai tout le temps fait, mais par contre, en retour, moi, je n'ai pas forcément, en tout cas, même si j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de preuves d'amour et beaucoup de démonstrations d'amour, je n'ai pas de réponse ou de démonstration des désirs. C'est ça. En fait, mais alors, vous dites qu'à un moment, ça s'est traduit, lui, par un peu certaines défaillances sur le plan mécanique. Oui, tout à fait. Qui ont pu un peu l'inquiéter. Oui. Je pense que là, il y a eu quelque chose qui a bloqué, effectivement, et qui j'ai l'impression, bloque aussi la suite. C'est-à-dire que moi-même, aujourd'hui, après plusieurs mois sans relation intime dans un couple qui fonctionne bien, à côté de ça, j'ai très, très peur de... lorsque, je dirais, l'occasion se présentera, serais-je à la hauteur de... ça vous met la pression. De l'événement. Enfin, vous me faites rire. C'est un petit peu. Vous savez, moi, je vois les choses comme ce sera comme ma première fois finalement. Enfin,
Oh là là, vous vous rendez inquiète. compte? Oui, mais je comprends. Mais vous vous rendez compte la pression du coup que ça met? Bien sûr, Et alors, et vous, vous, en tant que femme, bon, dites, mais lui, vous vous rendez compte en tant qu'homme, il est d'autant plus la peur, elle est d'autant plus grande. Et on sait bien que quand il y a trop de pression, trop de peur, c'est pas très bon pour un homme. Hein. Oui, justement, je ne sais pas comment sortir. Alors, est-ce qu'il en parle? Parce que j'arrive pas bien à comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit, lui, au fond à un moment, vous me dites qu'il était stressé, c'est ça, fatigué? Oui. Bon, est-ce que ça va mieux, lui, de ce côté-là? Oui, ça va beaucoup mieux de ce côté-là. Il a pu régler un peu ses problèmes. Il est moins fatigué, moins... D'accord. Donc là, il n'y a plus du tout ces soucis-là. Je crois que ça a été déjà, c'est bien d'évacuer, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie crainte de ne pas réussir justement à être à la hauteur. Oui, mais pourquoi? Mais Aurélie, en même temps, vous me dites que ça, c'est quelque chose qui fonctionnait très bien entre vous et que votre couple, aujourd'hui encore, va bien malgré tout, votre relation. Oui. C'est-à-dire que vous avez conservé une complicité par ailleurs. Tout à fait. Une proximité, une tendresse. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose, d'après ce que vous me dites, au niveau de votre lien, au niveau de votre relation, qui est un peu altéré. Non. Alors ça a été le cas il y a quelques mois, mais voilà, on en a reparlé, on a traversé une crise. C'était il y a quelques mois et même après cette crise, je dirais souvent on parle de réconciliation sur l'oreiller. Là, il n'y en a pas du tout eu en fait. Et ça a été plutôt, cette crise a été aussi créée à cause de ce manque de relations intimes. Et finalement, alors, on a surmonté cette crise. Oui, mais arrêtons-nous un instant sur ça, parce que moi, j'y reviens quand même sur la crise. C'est-à-dire, ça a démarré... qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que vous êtes plainte de ce manque de relations, vous avez un peu tempêté, vous lui avez fait des reproches. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est un peu... Oui, je pense qu'effectivement, si vous voulez, je ne comprenais pas, parce que dans mon schéma classique, un homme peut être, peut-être plus demandeur qu'une femme. Enfin, dans mon esprit, je ne comprenais pas qu'un homme n'ait pas envie à un moment donné, d'une relation intime. Donc c'est vrai que j'ai pu probablement le pousser dans ses retranchements. Et c'est vrai que malgré tout, je pense que cette situation et aussi le manque de confiance en lui, les difficultés qu'il pouvait rencontrer, en fait, finalement, rien ne fonctionne. Enfin, il y a un moment donné où plus rien ne fonctionnait. Bien sûr, oui. Et je dirais que les relations intimes qui pourraient parfois cimenter, en tout cas, peut-être rattraper dans certains cas des difficultés de couple, même si je sais que ça ne suffit pas, mais ça fait aussi partie d'une vie de couple. Même cela n'arrivait pas entre nous. Donc, je crois que ça a jeté un petit peu d'huile sur le feu. Et c'est vrai que ça a été aussi, pour moi, un moment d'expression d'un manque et d'une frustration par rapport à ça. Donc, mais c'est important ce que vous dites, parce que il y a beaucoup d'idées reçues sur la sexualité, sur la façon dont, en tant que femme, on conçoit la sexualité masculine et l'inverse. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, pourtant vous êtes une jeune femme, hein, vous avez quel âge? J'ai moins de 40 ans et un peu plus de 30 ans. D'accord. Et lui, pareil? Ça. Il a à peu près 40 ans. On a trop tendance encore aujourd'hui à réduire la sexualité masculine à quelque chose de mécanique. C'est vrai. Parce qu'on s'appuie sur le mécanisme de l'érection et comme si, ça devait fonctionner. Or, on oublie que le désir, et même le désir masculin, est quelque chose de très fragile. Et que vous dites à un moment où il traverse lui un peu une crise personnelle, où il est plus anxieux, où il perd un peu confiance en lui, ça peut bien évidemment aussi se répercuter sur sa sexualité. Mais comment aujourd'hui, je me pose la question de comment sortir de cette crise. Mais peut-être en dédramatisant aussi un peu les choses, c'est-à-dire que si vous voulez, ne pas forcément attendre qu'il y ait un enjeu et que comme vous dites, être à la hauteur de l'événement. Donc quand l'événement est supposé avoir lieu, oh là là, le stress des deux côtés. Peut-être être dans des échanges, continuer dans des échanges comme ça, d'une complicité amoureuse, sans forcément être dans le but d'avoir une relation sexuelle, en tout cas aboutie. Sans forcément cette quête-là, au départ.
Vous voulez dire avoir des gestes de tendresse? Mais mais même des gestes un peu érotiques après tout. Vous verrez bien. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas en fait. Lorsque effectivement je peux avoir des gestes érotiques qui pourraient être assimilés à des débuts de préliminaires, je vais dire ça comme ça, je sens une très grande inquiétude, une très grande peur. Oui, mais parce que c'est souvent une peur qu'on attribue aux femmes en disant, beaucoup de femmes d'ailleurs rejettent un peu parfois des gestes qui commencent par des gestes de tendresse et parce qu'en se disant oh là là, je sais comment ça va finir et j'ai pas envie, je suis fatiguée. Bon, donc votre ami il est un peu là-dedans. Oui, et s'il est resté sur quelque chose de osons le mot, d'un échec, où il s'est pas senti lui à la hauteur, et en tout cas il n'a pas pu vous satisfaire, vous lui avez fait part de votre frustration, de vos manques. Et si c'est un moment où il doute un peu de lui, je sais pas ce qui se passait dans sa vie, ça fait beaucoup. Mais enfin, c'est pas parce qu'il y a quelques mois où il y a quelque chose qui s'est un peu enrayé que vous devez oublier quand même tout ce que vous avez vécu ensemble et le fait que vous vous accordiez bien sur ce plan-là tous les deux. On part de l'idée comme si à chaque fois ça devait être phénoménal ou que ça devait bien fonctionner. On oublie que c'est quelque chose finalement qui, heureusement d'ailleurs, n'est jamais pareil et qui peut connaître des fluctuations et que parfois c'est un peu à marée basse. Oui. C'est un peu un baromètre aussi, vous voyez. Là, il y a quelque chose du coup qui prend presque une gravité, une intensité, comme si. Effectivement. Donc l'idée, ce serait de recréer, voilà, ce que vous disiez, du désir par des paroles, par des gestes. Mais en tout cas, comment dire? Lui dire ce que vous aimez en lui ou qu'est-ce que que vous le trouvez beau, que vous aimez sa façon de faire, voyez, sans que ça ait trait forcément à la sexualité en elle-même ou à quelque chose de très clairement sexuel. Mais le fait de se sentir comme ça désiré, désirable dans le regard de l'autre, c'est un formidable aphrodisiaque. Mais pas forcément dans le côté d'une demande clairement sexuelle, clairement exprimée, parce que ça peut être un peu abrupt si en ce moment il se sent un peu chancelant sur ce plan-là. Mais le fait de se sentir, de dire que vous aimez, je ne sais pas moi, ses yeux, sa bouche, son lobe d'oreille, enfin des choses comme ça non mais quelque chose de se sentir, oui, désiré, désirable, c'est aussi un moteur. Alors après, il y a parfois un peu sortir, j'aime pas trop les conseils parce que ça fait un peu conseil, truc qu'on retrouve dans les magazines féminins, comme s'il y avait des recettes, alors qu'il n'y en a pas dans ce domaine. Mais peut-être parfois changer aussi un peu de cadre, changer, vous voyez, ça peut être créer un peu quelque chose vous retrouver un peu dans un autre lieu, dans un autre endroit, où en bouleversant un peu des habitudes et où quelque chose va revenir, où il va reprendre confiance. Après, effectivement, j'ai aussi très peur de me lasser parce que ce sont des choses que j'ai en tout cas le sentiment d'avoir fortement essayé en fait, d'avoir. Mais peut-être trop, justement. C'est quoi fortement essayé? Effectivement, de continuer à faire des compliments, d'insister sur effectivement une allure, de continuer à dire je t'aime, très souvent, de continuer à exprimer un désir physique. Et moi-même, je n'ai pas, si vous voulez, de mon côté, en tout cas, je n'ai pas ce retour et qui m'a fait à un moment donné vraiment perdre confiance en moi. Bon, le problème il est là, c'est que vous aussi vous le vivez. Alors il y a quelqu'un qui dit mais c'est normal pour une femme de se sentir mal quand on est repoussé. Le risque c'est de perdre confiance en soi et plus cette situation perdure, plus le désir va se perdre. Pour une femme et pour un homme, j'ajouterais, c'est aussi douloureux pour un homme. Il y a des hommes qui vivent très mal le fait si leur femme refuse leurs avances ou de ne plus se sentir désirée, parce que on attribue ça comme un rejet et parfois même c'est lié comme si on n'était plus aimé, alors que la réalité, elle est souvent tout autre. Le désir est une mécanique très fragile, en fait. On l'oublie, ça aussi. Oui, c'est vrai. Et alors là, on sent que, évidemment, comme vous avez perdu confiance en vous, du coup, votre demande, elle s'accroît aussi.
Elle s'accroît ou à l'inverse, ça peut être un peu agressif, un peu de repli sur soi. Oui. Donc renouer finalement le fil de ce qui fait que votre relation est la vôtre, qu'est-ce qui vous a plu l'un chez l'autre, retrouver un peu sans forcément que la sexualité devienne un enjeu. Alors après, je reçois un message de quelqu'un qui dit: il ne faut pas oublier peut-être des problèmes d'ordre à ce moment-là de santé. On peut, bon, il est jeune encore, hein, cet homme, vous me dites, mais après tout, s'il y a un moment des problèmes d'érection chez un homme, il faut aussi voir s'il n'y a pas une dimension derrière plus médicale. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si mécaniquement les choses fonctionnent. Depuis plusieurs mois, comme je n'ai pas eu de gestes par rapport à ça, je ne sais même pas. Je ne sais même pas, de peur de choquer l'autre ou en tout cas de créer encore plus d'être Mais encore plus pourquoi ça ne fonctionnerait plus selon vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ça, moi vous me dites que votre couple il va bien, il fonctionne très bien, et puis tout d'un coup il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait plus sur ce plan-là. Enfin, et pourquoi? Alors, j'arrive pas à saisir, il y a quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, j'ai l'impression que vous êtes bloqués tous les deux, vous avez très peur tous les deux, et que du coup, vous avez tellement peur que maintenant personne n'essaie, parce qu'on se dit oh là là, si ça marche pas, c'est terrible. Mais je pense que c'est exactement ça. Et si ça marche pas, c'est pas terrible. Oui. C'est pas terrible en fait. Il faut oh là là, oui, il y a un enjeu là redoutable. Si ça marche pas, si au pire, il arrive pas à il a une érection un peu défaillante, mais il faut pas que ça tourne et que tout d'un coup vous arrêtez tout et que vous vous mettiez en boule chacun dans votre lit en disant ça y est, notre couple est fichu. Ça peut arriver. Vous voyez, il faut aussi prendre le parti un peu de dédramatiser ça, et puis ça peut se relancer avec peu de choses. Simplement, si chacun maintenant reste sur ses positions, c'est vrai que ça n'avancera pas. Je crois qu'on en est là, c'est-à-dire que chacun reste effectivement, et je crois que chacun d'entre nous, puisque comme je le disais en introduction, c'est nous ensemble, donc c'est un enjeu commun et je crois une crainte commune et une forte attente commune. Enfin voilà, c'est dans cette peur. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a une attente énorme. Mais du coup, personne, l'un et l'autre, vous avez terriblement peur de ne pas être à la hauteur. On a l'impression, comme vous dites, que c'est la première fois. Vous oubliez tout ce qui a été vécu. Alors, il peut y avoir un côté très positif là-dedans, de se dire, c'est comme une nouvelle rencontre, comme si à nouveau vous arriviez, vous découvriez, et que il peut y avoir quelque chose de très agréable là-dedans. Mais c'est vrai que quand vous en parlez, on a l'impression qu'il y a plus ces 7 années que vous avez vécues ensemble. Pardon ? Quand vous en parlez, vous dites, on a l'impression que toute cette intimité que vous avez créée pendant ces 7 ans, ça avait disparu. Oui. Alors c'est là, ça encore, c'est présent. Bien sûr. Et en tout cas, dans votre relation, vous restez proche, me dites-vous. Oui, tout à fait. Oui, très proche, très fusionnel. Et d'ailleurs, même à plusieurs fois, moi, je me suis fait la réflexion de me dire, ok, mais aujourd'hui, je n'ai même pas le désir de passer à l'acte avec quelqu'un d'autre, puisque je n'aime que lui et c'est avec lui que j'ai envie de surmonter cette crise. Il n'est même pas du tout question pour moi, et j'ai aussi l'impression que pour lui, c'est vraiment une idée que nous puissions en sortir ensemble et surtout pas tomber dans quelque chose de... Non, mais le problème, Aurélie, c'est que ça devient tellement un méga problème que voyez-vous, même dans les mots que vous utilisez, la crise, la cassure, il faut qu'on en sorte ensemble. On a l'impression que vous êtes tombé dans quelque chose d'un gouffre, de quelque chose de terrible. Vous savez, il peut y avoir des moments, il y a quelqu'un qui me dit d'ailleurs, j'ai vécu en couple et il y a des moments où on a traversé des périodes plus chastes et d'autres un peu plus chaudes et moi je trouve parfois qu'il n'y a rien de pire, je vais vous dire, mais ça c'est très personnel. Il y a des couples parfois qui se vantent d'avoir des relations sexuelles très régulières et qui donnent même le chiffre, un peu, c'est pour ça que je parle de vantardise, tant de rapports par semaine et tout. Je trouve ça effrayant.
Parce que je trouve qu'il y a presque quelque chose de... là aussi, tout est prévu, tout est... Alors que justement, le désir, par définition, c'est ce qui nous échappe. Et que dans la sexualité, il y a plein de choses qui... Comment dire, qui vont au-delà de... Enfin, c'est là aussi on est trop dans une logique presque de performance. Alors j'entends bien que vous c'est pas ça, puisque entre là il se passe plus rien. Enfin il se passe plus rien sexuellement. Mais j'entends que sur le plan de votre relation, il se passe beaucoup de choses. Donc moi j'ai envie de vous dire qu'il faudrait un peu déjà être moins angoissé, quoi. Oui. Parce que je ne sais pas comment vous le ressentez, à quoi vous pensez. Est-ce que vous craignez au fond qu'il ne vous dise pas la vérité et qu'il ne vous désire plus, qu'il ait rencontré quelqu'un, qu'il ne vous aime plus? Je ne sais pas au fond qu'est-ce qu'il y a comme peur derrière tout ça. Parce que là, on est du coup, même moi, vous voyez, avec vous, on tourne, on parle que de la sexualité, alors que finalement, la sexualité se nourrit de toute autre chose. Donc, je ne sais pas s'il y a des peurs qui sont venues se greffer qu'on pourrait comprendre, mais peut-être la peur de ne plus être désiré, de ne plus être aimé, qu'il ait rencontré quelqu'un, qu'il y ait quelque chose de plus problématique derrière. Donc, l'idée, ce serait de lâcher prise par rapport à ça et d'être plus dans de la spontanéité. Par rapport à tout ça. Oui, oui, mais derrière ce lâcher prise, on met tellement de choses, vous savez. Oui. J'essaye de savoir, mais bon, je vois bien que vous voulez pas m'en dire plus, c'est votre droit de savoir si il y a d'autres peurs qui viennent se greffer. Si vous avez peur au fond qu'il vous aime moins, que vous avez peur pour votre couple. Alors j'ai eu plutôt effectivement peur de ne pas être désirable, de ne peut-être pas avoir un corps désirable, que quelque chose ait changé, effectivement qu'il y ait quelqu'un d'autre, parce que je crois que c'est une des premières questions qu'on peut être amené à se poser. À ces questions-là, a priori, j'ai des réponses qui vont dans le sens de toujours beaucoup d'amour et beaucoup de, en tout cas des réponses parlées, de désir. Oui. Mais je n'ai, malheureusement, l'expression du désir par ne serait-ce que des peut-être un début de préliminaire, je n'ai pas. En fait. Pourquoi vous auriez eu un corps moins désirable subitement? Il y a eu des changements. Vous vous sentiez moins bien dans votre corps? Alors moi, j'ai pu effectivement me sentir moins bien. Je pense que ça a été un cercle vicieux par rapport à tout ça. Mais après, moi, j'ai pu reprendre confiance en moi, me sentir en tout cas moi-même plus désirable. Et ça, effectivement, j'ai évacué ce point-là. Même lui a su me rassurer par rapport à. D'accord. Vous lui plaisez toujours. Voilà, tout à fait. Donc ça, je n'en doute pas. Voilà, tout à fait. Sur effectivement le fait d'avoir une autre histoire à côté, j'ai plutôt été rassurée aussi sur cet aspect-là, mais c'était effectivement des craintes que j'ai exprimées. Et maintenant, je crois que les craintes qui se posent à nous, c'est effectivement comment arriver à faire le premier pas sans se tromper, sans vous mettre trop de pression et sans enjeu, et dire il faut bien qu'il y en ait un qui tente quelque chose, et sans vous dire à tout prix ça doit aboutir à quelque chose, voyez, un rapport sexuel après tout aussi. Vous pouvez, c'est peut-être l'occasion de découvrir autre chose, mais il y a Frédéric qui est avec nous, paraît-il, qui a composé le 3921, qui vous écoutait attentivement, qui avait envie de réagir. Et c'est pas mal d'accueillir un homme sur un thème tel que celui-là. Non? Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous aviez envie de parler un peu à Aurélie, peut-être de lui proposer quelque chose? Oui, parce qu'en fait, je sais pas, je la trouvais un peu émouvante, quoi, dans cette espèce de détresse qu'elle vit. En fait, moi j'ai travaillé toute ma vie en myopsie, et donc on était souvent confrontés à des problèmes de ce genre, voilà. Et en fait, tout à l'heure quand elle parlait, je me disais, mais parfois c'est un peu intéressant de comprendre ce qui s'est passé pendant un événement. Et je me disais, quand elle parlait de stress momentané chez son compagnon, j'imaginais que peut-être si ce garçon avait été dépressif, c'est quand même un des symptômes de la dépression, quoi, qui est très connu, quoi, la baisse ou la disparition temporaire de la libido. Bon, c'est-à-dire que parfois il faut d'abord que les gens puissent soigner ça
avant de retrouver une sexualité harmonieuse, quoi. Et puis d'autre part, c'est cette histoire d'érection. Alors l'histoire de l'érection, Oui. C'est clair que chez les hommes, que les hommes soient jeunes ou âgés, c'est toujours une question, mais autant chez les gens un peu plus âgés, c'est un peu mieux compris parce que il y a quelque chose d'un peu physiologique, d'un peu naturel, d'un peu normal, quoi. Bon, chez quelqu'un de jeune, effectivement, c'est tout de suite un petit peu la panique, quoi. Et alors l'astuce, ce qu'on donnait un peu comme idée aux patients qui se plaignaient de ce type de problème, Oui. comme ils se polarisaient sur ce problème-là, on leur conseillait souvent justement d'avoir des rapports sexuels, mais de tendresse, des gestes sexuels et tout, et de bannir temporairement la pénétration. Parce que c'est une telle idée fixe qu'en fait, un peu comme un jeu où on s'interdit. Et finalement, ça marche plutôt pas mal. Et surtout dans ce domaine-là, l'interdit est très stimulant. Oui, parce qu'à un moment, ça a plutôt tendance à réanimer le désir d'avoir un rapport sexuel complet. Mais dans les premiers temps, on disait aux gens, bon, bah, écoutez, si c'est un problème, c'était valable pour l'homme et la femme, évitez, ne le faites pas, et faites tout autre chose. Amusez-vous avec plein d'autres choses. Il suffit d'avoir de l'imagination, quoi. Et puis vous verrez bien ce qui se passe. Et assez souvent, ça donnait plutôt de bons résultats. Oui. Mais oui, parce que ça enlève cette pression, cet enjeu autour de... C'est ça, on n'en parle pas, mais quand je parlais de l'acte final abouti, la pénétration. C'est-à-dire au fond, oh là là, si ça se passe pas... Mais oui, après, on comprend bien que ça devient quasiment une idée fixe. Oui. On pense plus à ça, quoi. Oui. Il faut absolument que les gens arrivent à se décaler par rapport à ce problème, quoi. Surtout les hommes, quoi. Oui, parce que vous avez raison d'insister là-dessus, Frédéric. Surtout les hommes. C'est-à-dire qu'on oublie, forcément, on pense toujours que c'est plus facile, plus simple pour l'autre sexe, pour plein de choses. Alors que pour un homme, ça peut être... Enfin, c'est très pénible d'avoir une panne d'érection, même pour un homme, quel que soit l'âge, même pour un homme jeune. Ça peut, si c'est un moment en plus où il doute de lui, où il est en manque de confiance dans sa vie, ça peut un peu lui faire perdre pied. Et la réaction aussi de sa partenaire à ce moment-là est assez déterminante aussi. Donc, à un moment, c'est important de pas mettre une charge d'angoisse, d'en rajouter là-dessus. Ouais. Mais en tout cas, c'est un très très bon conseil et je trouve l'analyse de Frédéric en tout cas extrêmement enrichissante pour moi, pour le regard effectivement que je porte par rapport à tout ça. Ouais. Puis alors Aurélie, si je peux me permettre, au téléphone, comme ça, là, sur les ondes, vous donnez vraiment dans ce qui est un problème pour vous, que quand même on sent bien que c'est une sacrée inquiétude, quoi, puis qui dure, mais vous donnez une sacrée impression je dirais, vous avez un côté très attendrissant. Donc moi, j'aurais tendance à dire, mais bien sûr que ça va marcher votre truc. Et s'il y a quelque chose à vous souhaiter en début d'année, c'est bien ça, justement. Je sais pas, votre manière d'exprimer les choses me rendrait plutôt confiant. Ben, merci beaucoup parce que effectivement c'est quelque chose qui me donne confiance en moi et qui va me permettre, je pense, de prendre du recul, de lâcher prise, de pouvoir regarder les choses de manière différente et effectivement d'être peut-être moins dans quelque chose, dans de la performance et dans de l'obligation presque sociale d'un couple. Quand Caroline, vous avez parlé effectivement de nombre de fois par semaine, c'est vrai que parfois lorsque je lis des articles ou lorsque je peux regarder des émissions de télé et qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui, sujet sur lequel je suis extrêmement sensibilisée, je crains toujours en me disant qu'est-ce que je suis par rapport à tout ça? Donc c'est vrai que c'est quelque chose, je crois, avec un enjeu trop fort aujourd'hui, sur lequel j'ai peut-être envie de quelque chose de trop important et je suis peut-être trop dans la performance par rapport à ça et dans de l'obligation sociale. Voilà, je crois de toute façon, on est vraiment dans une société qui est là-dedans, donc on est tous assujettis à cette affaire. On est passé d'un extrême à l'autre. On est passé d'un moment où justement c'était très tabou, c'était dans le secret des alcools, et beaucoup de gens souffraient beaucoup. Il y avait beaucoup de névroses liées à la sexualité. Aujourd'hui, on est passé dans l'inverse, parce que c'est Jean-Claude Guibault qui en parlait dans La tyrannie du plaisir, du désir. Enfin, il y a quelque chose, il y a des normes, c'est vrai, de vraies normes sociales sur comment, quelle sexualité on doit avoir, à quel rythme, de quelle façon. C'est terrible, ça rend très malheureux en fait. Ça rend très malheureux parce que comme vous dites, on se compare et forcément on n'est jamais là où
où on pense devoir être, voyez. Donc, parce que c'est ce que j'essaie de vous dire. On est de toute façon dans l'intime, donc c'est idiot d'ériger de nouvelles normes. Mais bon, et ça fait souffrir des hommes et des femmes beaucoup. Oh oui, ça doit abîmer beaucoup de gens. Oui, je pense. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre intervention, Frédéric, parce que vous avez fait beaucoup de bien à Aurélie, semble-t-il, par vos propos. Et... Écoutez, tant mieux. Merci beaucoup, c'est très appréciable. Merci, bonne soirée, Frédéric. Au revoir. Au revoir Aurélie, également merci. Et puis, ne vous inquiétez pas, partez sur ces paroles rassurantes de Frédéric, il est confiant pour vous, ça devrait aller, franchement. Oui, je vous souhaite une très très bonne soirée, je vous remercie de votre écoute. Merci. Et puis, très bonne continuation à vous pour votre très très belle émission. Merci Aurélie, au revoir. Au revoir. Un petit message de Claire qui dit tout à fait d'accord avec Frédéric que la pratique du tantrisme pourrait les aider à renouer avec la sexualité sans érection ni pénétration, avec une érotisation des gestes, une respiration. Alors c'est compliqué le tantrisme, paraît-il. Il y a Brigitte qui dit essayez peut-être de penser un peu à autre chose, d'envisager des choses surtout sympas, nouvelles à faire ensemble, sans trop vous focaliser sur la sexualité. Trop de pression peut conduire à une impasse. Et il y a Charevax qui dit, je me souviens d'une série comme ça, où le mec disait on doit faire l'amour 58 fois par an. On a une semaine avant la fin de l'année. C'est pas mal. Allez, on va accueillir maintenant Sacha. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Sacha. Alors... je vous appelle parce qu'en fait, ma situation est un petit peu complexe. Je suis dans une relation depuis plus de 6 ans avec une personne qui, à l'origine, n'a jamais caché qu'elle avait des problèmes d'addiction à l'alcool et à la drogue, mais qui souhaitait en fait s'en sortir et à cette époque avait réussi à maîtriser la situation. Et suite à une perte d'emploi et de mauvaises rencontres, a rechuté. Ce n'est, je dirais, pas quelque chose en fait que... En fait, je pensais que je pouvais l'aider à maîtriser, je dirais, certaines pulsions. Et en fait, c'est complètement se voiler la face, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, quelque part. Et je me positionnais peut-être en quelque sorte comme un sauveur. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un sentiment en fait de loyauté, puisqu'en fait cette personne, au tout début de notre relation, était là et était vraiment quelqu'un qui a pu m'appuyer dans une période difficile. Mais aujourd'hui, je me retrouve face à un mur, dans le sens où en fait, j'en suis arrivée à un stade où j'ai l'impression moi-même, sans être une toxico, d'être addict à cette personne et de complètement m'oublier. Du fait que, en fait, il n'y a plus de possibilité de partage et je suis dépendante, en fait, de pulsion de cette personne qui... Qu'est-ce que vous entendez par pulsion ? C'est une personne qui, en fait, du coup, va partir, disparaître de ma vie pendant 48 heures et revenir en me disant, écoute, j'ai pas pu maîtriser mes pulsions et je suis partie faire la fête. Et revenir, mais sans en fait m'avertir de ce qui se passait. Vous vivez ensemble ? Alors, en ce moment, oui. Mais sur les 6 années, ça a été un petit peu en discontinu. Mais aujourd'hui, on vit ensemble depuis 3 mois. Et c'est 3 mois où, en fait, je m'aperçois que en fait, je suis dépendante de son rythme et de ses pulsions. Et en fait, le problème, c'est qu'il me reproche de ne pas être suffisamment ouverte et de l'accepter tel qu'il est, alors que lui m'accepte tel que je suis. Et oui, mais ça, c'est... Enfin, ça n'a rien à voir. C'est trop facile. Il botte en touche, là, de vous dire ça. L'accepter tel qu'il est, vous l'aimez. Vous l'avez aimé, vous l'aimez encore, lui. Oui, mais en revanche, il n'est plus lui-même quand il est sous l'effet de l'alcool, mélangé à d'autres drogues. Qu'est-ce qu'il consomme ? Cocaïne, kétamine, crack. Oui, alors évidemment. Donc vous voyez bien, là il est hors de la réalité quand il vous dit ça. Ouais. Et ça en vient
insultes, à me dire que oui. je suis limitée, que Oui. en fait ma vie se tient dans un petit carré et que en fait je sors pas de ce carré. Et en fait, Oui, il on devient s'est très arrivé agressif, mais là il a un Oui. discours un peu pour justifier, comme si c'était très branché ou très justement de pouvoir d'avoir ce mode de vie, alors qu'au fond il est mal. Oui, Bon. et il me dit qu'on balaye pas 6 ans de relation sur quelques mois qui se passent mal, mais en fait... Oui, mais bon, pourquoi en fait, vous vous êtes rapproché de lui justement dans ces mois où il va particulièrement mal, où vous me dites qu'il a repris parce que malheureusement il s'est retrouvé au chômage, il a rechuté. en fait, il a souhaité se rapprocher de moi en espérant retrouver un travail D'accord. et en fait essayer de construire quelque chose, mais C'est en pas fait, possible en l'état Ouais. actuel des choses. Voilà, c'est ça, et en fait c'est le constat. Et c'est en ce qu'il fait, faudrait pouvoir lui dire quand il est pas sous l'effet de ce qu'il consomme, pouvoir lui dire que vous l'aimez, lui. c'est Mais ce que pas j'ai- quand il est dans ces états-là, parce qu'il n'est plus lui-même. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de l'expliquer. La personne que j'aime, c'est une personne complètement... il est intelligent, il a énormément de Oui, qualités. mais Mais le problème depuis ces 3 derniers mois, c'est que c'est très rare de pouvoir discuter avec lui sans qu'il soit dans un état second. Donc en fait, j'en suis même à un stade où en fait j'évite même toute conversation. du c'est fait- normal, vous vous protégez. Oui, puisqu'il y a des menaces, je vais tout détruire dans l'appart. Enfin, vous voyez. Ça enfin, reste des menaces, mais enfin, Oui. il y a un climat un peu de violence, tendu. quoi. non Oui. Oui. Il y a un climat de violence qui s'est établi. J'ai essayé en fait de rompre déjà en 3 mois à 3 reprises. Mais en fait, il était sous l'emprise de substances, donc en fait, on a toujours remis ça au lendemain. Et puis le lendemain, j'ai pas la force de le virer tout simplement de chez moi parce qu'en fait, il y a ces 6 années et cet amour qui est là malgré tout. Et, Oui, mais malheureusement, vous voyez que actuellement, c'est pas en étant présent, en vivant avec lui que vous pouvez l'aider là. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui n'avance pas, c'est-à-dire que lui s'enlise et le risque, c'est que vous perdiez pied aussi dans cette relation. Parce C'est que ce qui vous se êtes passe. trop dépendante, enfin, c'est lui Oui. qui mène la danse, malheureusement. Oui, même c'est si... une codépendance en fait. Et encore, je veux dire, il le voit bien qu'en fait, je maîtrise absolument pas la situation. Vous me dites qu'à un moment, il avait accepté une prise en charge, des soins, qu'il Oui, il a avait essayé. pu arrêter. Il a pu être abstinent pendant un certain Oui. moment. D'accord. Oui, tout à fait. En fait, quand je l'ai rencontré, c'était vraiment son souhait, sortir de tout ça. Et c'est souvent qu'il exprime qu'il aimerait s'en sortir. Bon, c'est bien déjà qu'il Et l'exprime. donc, si vous voulez, c'était vraiment l'idée, quoi. On va s'en sortir. Mais il faut reprendre ça, c'est-à-dire dire que vous l'aimez, que vous ne balayez pas ces 6 ans, que ça compte, mais en tout cas, pas dans ces moments-là, c'est plus possible. Et ça vous est insupportable de le voir déjà se détruire d'une certaine façon et détruire votre relation. Parce que ça l'abîme, votre relation. Ah ouais, complètement, et il n'y a plus de partage. Ben voilà, c'est ça qui ne va pas. C'est très déprimant finalement. Vous le voyez, vous aller mal. Vous êtes évidemment impuissante à l'aider. Et en plus, quand il est là, ça se passe mal avec lui. Il renvoie une image qui est très agressive et assez angoissante pour vous. Oui, complètement. Et donc là, il n'y a plus de place pour même de l'amour. Non, mais non. J'en suis à un stade où je me demande même, que faire, parce qu'en fait, si vous voulez rester dans cette situation, en fait, c'est se détruire petit à petit l'un et l'autre. Oui. Et effectivement, en fait, je trouve que c'est douloureux, effectivement, de balayer 6 ans comme ça. Mais il peut en fait, peut-être, lui se perd, vous perdez, et puis votre relation s'abîme. Parce que vous décrivez quand même un contexte un peu menaçant, des propos où il est par moments insultant, injurieux. Donc tout ça, ça marque. Oui. Vous voyez, c'est pas. Je ne sais même plus en fait qui a tort ou qui a raison, parce qu'en fait vous êtes tellement dans une spirale en fait qui est
Je me sens moi-même droguée, si vous voulez. Sans l'être. Oui. Si vous voulez. C'est vraiment un sentiment d'impuissance. Mais oui, mais parce que c'est une forme de huis clos. Oui. Enfin, il y a quelque chose d'assez étouffant et qui le risque, c'est de vous. C'est très déprimant, je trouve là, ce que vous êtes en train de vivre. Déprimant et angoissant. Oui. Et vous perdez vous. Oui, mais là, je sais plus du tout. Donc, aimer quelqu'un, ça veut pas dire se noyer avec lui. Je sais. Et c'est-à-dire face à lui qui essaie de justifier, soi-disant par des pseudo-rationalisations, en disant que c'est vous qui avez une vision limitée de la vie, du monde. Ça va, quoi. Il faut arrêter avec ça. Dans les faits, s'il est là-dedans, c'est parce qu'en fait, il est très mal. Bon. Donc, il faut même pas discuter là-dessus, mais lui dire que vous l'aimez, mais pour autant, vous pouvez pas, la relation que vous avez, vous pourriez peut-être lui dire, je ne sais pas, que la relation que vous avez en ce moment avec lui, vous ne l'aimez pas. Cette relation. J'ai essayé de l'exprimer. Et malgré tout, en fait, la seule solution, enfin sa seule réponse, c'est soit de me menacer de repartir et de encore plus se détruire, si vous voulez. Oui, mais ça ne va pas, parce que ça, c'est du chantage. Et de toute façon, vous voyez bien que même en étant auprès de lui, c'est pas ça qui l'aide actuellement. Donc dire écoute, je peux pas te laisser, enfin je n'ai pas envie d'entendre ça parce que c'est ce qui vous fait souffrir de le voir se détruire, mais vous ne pouvez pas être à côté de lui comme vous l'êtes et le voir se détruire et sans rien faire. C'est insupportable de voir se détruire quelqu'un qu'on aime. Donc lui dire, vous très fermement, parce qu'il vous entraîne un peu dans ces délires entre guillemets, lui dire tu as pu une fois faire une démarche, là essayons, quitte à ce que vous l'accompagniez. Revenez voir l'équipe, reprenez rendez-vous, dire mais s'il n'y a pas quelque chose de mis en place, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas laisser tout s'abîmer, toi t'abîmer, notre relation. Vous voyez, il s'agit pas d'être d'être dans le rejet ou par rapport à lui, mais c'est de sortir, d'essayer de trouver une voie, une issue. Ouais. Et s'il n'a pas la volonté de le faire de nouveau, effectivement. Ça sera peut-être pas tout de suite, mais dire à ce moment-là, je peux pas, moi, en restant à côté de toi, de toute façon, je vois que tu te perds et moi je me perds. Donc je préfère m'éloigner. Ouais, je crois qu'il n'y a pas d'autre issue. En lui disant, je tiens à toi, mais il faut que tu te soignes. Je peux pas, moi, te soigner. Et il faut que vous soyez consciente que c'est important de l'aimer, c'est aussi lui mettre des limites que lui n'est plus en mesure de se mettre actuellement. Ouais. Vu tout ce qu'il consomme, il n'est plus en mesure, parce qu'il va mal, et en plus ses consommations font qu'il n'est plus en mesure. Ça ne peut venir que de vous. Mais encore une fois, vous pouvez le dire avec beaucoup d'amour, tout ça. Hein. Et il faut vous protéger, vous, Sacha, de tout ça. Oui, d'accord ? Protégez-vous. Hein. Merci. Bon courage à vous. Merci. Au revoir, Sacha. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un excellent week-end. Reposez-vous bien, je vous dis à lundi, bien sûr.